Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une séquence un peu plus courte que d'habitude pour répondre à une question assez simple et peut-être qui va te paraître bizarre. Y aurait-il dans mon corps de l'ADN qui ne viendrait que de ma maman? D'habitude, tu sais bien qu'on dit que l'ADN vient des deux parents, eh bien, y en aurait-il qui ne viendrait que d'un seul parent, en l'occurrence de la mère? Cette question, elle m'est venue l'autre jour en regardant les informations. Il disait qu'en faisant des travaux près de Dixmude, là où il y a eu beaucoup de batailles pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient retrouvé les corps de 4 soldats et ils voulaient les réinhumer, leur donner une nouvelle sépulture avec, entre autres, leur nom. Et donc, il fallait trouver quels étaient les noms de ces soldats. Alors d'abord, ils ont utilisé des méthodes historiques, c'est-à-dire qu'ils ont regardé les boutons d'uniforme de ces soldats, en sachant à quel régiment ils appartenaient, mais ils avaient déjà réduit les possibilités. Une fois qu'ils avaient réduit ces possibilités, ils ont fait des études, des analyses d'ADN, donc ils ont essayé de comprendre, en analysant dans les os de ces soldats de l'ADN, pour voir s'il y avait moyen de faire correspondre cet ADN avec l'ADN de leur famille, et donc de pouvoir leur donner un nom en fonction de la liste des soldats qui étaient dans ce régiment. Et ils y sont arrivés, en tout cas pour 2 soldats, pour d'autres, il a fallu utiliser d'autres méthodes, mais pour 2 soldats, ils ont pu arriver, et ils ont pu déterminer que Petrus Pintens avait un ADN qui ressemblait tout à fait à celui de la petite fille de sa cousine. Et d'autre part, ils ont montré que Gérard de Thiers avait un ADN qui correspondait à celui de la descendante de sa demi-sœur. Et la présentatrice du JT insistait pour dire qu'on avait recherché uniquement parmi les femmes, dans les descendances et dans l'ascendance, qu'on allait chercher parmi les femmes. Bon, pour être un peu plus clair, je vais faire un petit schéma. Ici, tu vois le soldat dont on analyse l'ADN, et on va chercher chez sa mère, chez sa grand-mère, chez sa tante, chez sa cousine et chez une descendante de sa cousine. Et on remarque que les ADN correspondent. Pour l'autre soldat, on savait que sa mère avait eu... bon, ici j'ai mis sa grand-mère, mais ça ne fait pas de grosses différences. Sa mère avait eu des enfants avec un autre mari après la guerre, et qu'on avait retrouvé chez la petite fille de sa mère cet ADN, et comme ça on avait pu les identifier. Et donc la question arrive, mais pourquoi chercher uniquement parmi les femmes? Est-ce qu'il y aurait de l'ADN qui ne vient que de maman, et donc qu'on pourrait tracer comme ceci? Ce serait le même ADN ici, ici, ici. Ben évidemment, le fils ici ne va pas pouvoir donner son ADN, par contre les filles vont pouvoir donner cet ADN. Mais on va essayer de comprendre ça. Parce que c'est probablement pas ce que tu as appris. Effectivement, comme je le disais au début, ben dans la reproduction, on sait que l'ADN vient des 2 parents. On va revoir un peu ça. Donc ça, c'est une cellule eucaryote, c'est-à-dire, c'est en l'occurrence une cellule animale, mais pour les cellules végétales, c'est à peu près la même chose. Et généralement, ben, l'ADN, il est dans le noyau. Et ici, ben, dans la plupart du temps, il est sous forme, on va dire, diluée, sous forme de chromatine. Mais dans certaines phases de la reproduction cellulaire, apparaissent des chromosomes. Alors les chromosomes, c'est simplement l'ADN qui s'enroule autour de protéines et qui donne ces espèces de jolis petits spaghettis. Et quand on peut les observer, les mettre sur une... enfin, on peut les découper dans le papier, si tu veux, en faisant une photo. On les met les uns à côté des autres et on obtient ce qu'on appelle un karyotype. Et ici, c'est un karyotype humain, où on voit tous les chromosomes. Et chez les humains, ben, il y a 22 paires de chromosomes, plus une paire un peu spéciale. Ici, c'est la dernière qui comprend un X et un Y, c'est donc un garçon. Mais si c'était une fille, ce serait un 2X. En gros, on va dire que chez les humains, il y a 23 paires de chromosomes. Et pourquoi est-ce que cette notion de paire de chromosomes est importante? Eh bien, on va le voir tout de suite quand on va comprendre la reproduction. La reproduction cellulaire, généralement, ben, c'est ce qu'on appelle la mitose, c'est-à-dire qu'une cellule, ici je l'ai un peu simplifié, elle n'a qu'une seule paire de chromosomes. Généralement, cette cellule se divise en 2 cellules qui sont exactement les mêmes, avec chacune une paire de chromosomes
comme la cellule mère. Mais ce n'est pas la seule sorte de reproduction cellulaire. Il y a également ce qu'on appelle la méiose. Et là, pour la méiose, eh bien, on va avoir une réduction du nombre de chromosomes. C'est-à-dire que chaque cellule qui avait une paire de chromosomes se retrouve avec, pour les cellules filles, un chromosome individuel. Mais ça ne se passe que dans un certain type de cellules. C'est ce qu'on appelle les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles qui vont servir à la reproduction des individus. Cette fois, ici, on est dans la reproduction cellulaire. On va parler tout de suite de la reproduction des individus. Donc, je rappelle, généralement, la mitose, on garde le nombre de paires de chromosomes, on a des paires de chromosomes. Par contre, dans la méiose, on a ce qu'on appelle une division réductionnelle, on a réduction du nombre de chromosomes. On dit généralement qu'on part d'une cellule diploïde qui a donc des paires de chromosomes pour arriver à une cellule haploïde qui a donc des chromosomes individuels. Et je te le rappelle, cette reproduction réductionnelle qui donne des cellules haploïdes n'a lieu que dans les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles. Quand deux individus vont se reproduire, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'un individu mâle va rencontrer un individu femelle et ils vont mélanger leurs cellules sexuelles, donc le spermatozoïde du papa et l'ovule de la maman. Chacune de ces cellules étant haploïde, eh bien, quand la fécondation va avoir lieu, ici dans le fécondé, on retrouve une cellule diploïde où le papa a mis la moitié des chromosomes, la maman l'autre moitié des chromosomes. Et bon, ça va se compliquer encore un petit peu parce que les chromosomes vont se recombiner. Au bout d'un moment, on ne pourra plus du tout dire quel chromosome vient de la maman et quel chromosome vient du papa. Et donc, l'idée de faire des recherches généalogiques uniquement du côté des femmes paraît manifestement une mauvaise idée quand on voit ça, parce que c'est clair que ça va être très difficile de retrouver une concordance entre l'ADN des enfants et l'ADN de la maman en particulier. Pourquoi pas le papa? Entre parenthèses, cette reproduction sexuée, c'est un truc que la vie a inventé pour favoriser l'évolution. Tu te rends bien compte ici que l'enfant sera différent du papa et de la maman. Ce qui veut dire que ça va évoluer plus rapidement. D'autre part, on imagine que s'il y a un de ces chromosomes qui est un peu endommagé, qui ne fonctionne pas bien, c'est mieux d'aller par paire parce que du coup, l'autre chromosome va pouvoir éventuellement faire le boulot à la place du chromosome défaillant. Et donc la reproduction sexuée est très importante et formidable pour la vie, mais c'est pas comme ça qu'on va expliquer notre arbre généalogique intéressé uniquement par les femmes. Alors il doit y avoir de l'ADN ailleurs. Ici donc je parlais de l'ADN nucléaire, est-ce qu'il y aurait d'autres ADN? Eh bien la réponse est oui. Si on voit ici une cellule eucaryote comme on avait vu, elle contient des organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Alors, je vais me dire un peu pour qu'on la voit. Et cette mitochondrie, d'une part, c'est le siège de la respiration cellulaire, c'est-à-dire que ça va être en gros la centrale énergétique de la cellule. Elle va fabriquer de l'ATP, mais on verra ça ailleurs. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est que cette mitochondrie contient de l'ADN, qu'on appelle l'ADN mitochondrial, comme on aurait pu s'en douter. Et d'ailleurs, si tu vois la taille de cette mitochondrie, à peu près 1 micron, le fait qu'elle contient de l'ADN, on pourrait se dire, mais au fond, ça ressemble fort à une bactérie, d'autant que l'ADN, ici, il est généralement en boucle comme chez les bactéries. Et maintenant, les biologistes sont assez sûrs que ces mitochondries sont d'anciennes bactéries primitives qui ont été intégrées dans la cellule, qui a eu une sorte de symbiose, ces petites bactéries qui savaient bien fabriquer de l'énergie, tout d'un coup, elles se sont trouvées incluses dans une autre cellule, se sont mis à travailler pour la cellule, et la cellule lui a procuré d'autres avantages, et donc, voilà, tout d'un coup, d'anciennes bactéries devenaient des organites cellulaires de la cellule eucaryote. Bon, et donc on a de l'ADN mitochondrial qui ressemble à de l'ADN de bactéries, et maintenant qu'on va essayer de comprendre pourquoi il ne vient que de la maman. Alors pour ça, il faut comprendre qu'au moment de la fécondation, tu vois ici un spermatozoïde tout petit par rapport à l'ovule qu'il est en train de féconder.
quand les membranes des deux cellules vont fusionner, le noyau du spermatozoïde va aller fusionner avec le noyau de l'ovule, donc les noyaux vont fusionner, c'est là que l'ADN va se mélanger, qu'on va avoir la cellule qui redevient diploïde, mais par contre, le spermatozoïde qui contient aussi des mitochondries, ces mitochondries sont détruites. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais généralement, il y a quand même eu des cas où on a vu quand même des mitochondries du papa qui venaient dans le fécondé, mais c'est ultra rare. Et donc, les mitochondries qui restent, c'est les mitochondries de la maman. Et quand on va analyser l'ADN de ces mitochondries, on va se rendre compte qu'ils s'héritent de la mère aux enfants, et puis de la fille à ses enfants, etc., etc. Alors maintenant, c'est effectivement assez intéressant d'avoir, quand on fait des analyses d'ADN, de savoir que ça vient uniquement de la maman. C'est évidemment beaucoup plus facile de retracer des arbres généalogiques quand ça ne vient que d'un seul individu. Si on a les deux individus combinés, c'est très difficile de s'en sortir. Mais il n'y a pas que ça. L'ADN mitochondrial, il est aussi beaucoup plus résistant que l'ADN nucléaire, ne fût-ce que parce qu'il est plus petit. Et c'est lui qu'on va généralement analyser dans dans des restes anciens, par exemple, quand on a essayé de voir s'il y avait des concordances génétiques entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal, au départ, c'est sur des mitochondries qu'on a travaillé. D'autre part, l'ADN mitochondrial, qu'on appelle parfois ADN MT, il est présent sous forme de nombreuses copies dans la cellule. L'ADN nucléaire, il y en a une copie. Tandis que l'ADN mitochondrial, il est là plusieurs copies dans chaque mitochondrie. Il y a parfois des centaines de mitochondries dans une cellule. Donc, il y en a plus et c'est parfois plus facile à analyser comme ça. D'autre part, il est beaucoup plus petit que l'ADN nucléaire. Il contient que 37 gènes au lieu des plus de 20 000 de l'ADN nucléaire. Donc, on comprend bien qu'il est plus facile et plus rapide à analyser. Et enfin, mais ça c'est un peu un détail, il mute 5 à 10 fois plus rapidement que l'ADN nucléaire, donc c'est assez facile d'étudier son évolution. Par exemple, dans les populations, on peut voir comment cet ADN nucléaire a muté et donc essayer de comprendre comment les populations se sont déplacées au cours des années, au cours des temps. Alors, pour terminer, je voudrais quand même te présenter ce livre Les 7 filles d'Ève. C'est un livre qui a été écrit par un biologiste anglais qui s'appelle Brian Sykes et qui explique toutes les merveilleuses expériences qu'il a faites au tout début où on commençait à faire des analyses d'ADN et on essayait de comprendre des phénomènes historiques, par exemple, grâce à ses études d'ADN. Entre autres, il explique comment on a pu retrouver un descendant des Tsars et être sûr que c'était bien un descendant des Tsars. Il explique comment les populations ont voyagé depuis l'Asie jusqu'en Polynésie, alors qu'il y en avait qui croyaient que c'était dans l'autre sens, depuis l'Amérique qu'ils étaient venus. Et surtout, il termine en parlant des 7 filles d'Ève, les 7 mères de la population européenne. Et on remarque que pratiquement tous les Européens ont des ADN mitochondriaux qui peuvent se séparés, on va dire, en 7 familles. Et il explique de manière un petit peu romancée comment ces 7 mères de la population européenne, en tout cas, vivaient. Voilà, c'est ici que ça se termine. J'espère t'avoir appris quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et puis que ça te fera penser à ta maman, à sa maman, à la maman de sa maman et toutes ces femmes qui t'ont fait ce si beau cadeau de la vie. Merci pour ton attention et à bientôt.